16 ans que je vis dans la dictature russe, dans la dictature poutinienne. 16 ans que je vis en Russie. Et hier, les comptes Telegram russes en langue française sont bloqués par l'Elysée. On va en parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie, pays dans lequel je vis depuis 16 ans maintenant. Pays dans lequel je travaille puisque je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et depuis maintenant, depuis 2020, j'ai développé un module destiné aux particuliers, la Ruspatriation. La Ruspatriation qui est un module unique sur mesure et qui vous permet de réaliser votre projet Russie, votre projet de vie, de travail en Russie. Par le biais de la Ruspatriation, j'accompagne sur à peu près toutes les dimensions que peut prendre votre expatriation en Russie, dans la Russie d'aujourd'hui, ou dans le cadre d'activités professionnelles ou personnelles que vous souhaiteriez avoir avec la Russie. Et à ce titre, j'ai écrit récemment un livre blanc gratuit que vous pouvez télécharger. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, un livre blanc qui parle de la Russie. Un livre blanc qui parle de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui mal connue, la Russie d'aujourd'hui qui évolue très vite. C'est un pays très peu bien compris, mal compris en fait, un pays dans lequel on voit les choses à l'envers. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai fait ce livre blanc. Il est gratuit, vous pouvez juste par un email le recevoir gratuitement et le lire. Voilà, et vous pouvez aussi vous abonner à Rêve Russe. Rêve Russe, c'est la newsletter que j'écris tous les mardis. Je mettrai aussi le lien dans la descriptive de cette vidéo, Rêve Russe. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo, faites partager cette chaîne. Et abonnez-vous, plus on est de followers, plus on rigole. Voilà, et on va faire des vidéos assez marrantes cette année. Je remercie tous les gens qui ont regardé ma vidéo d'il y a quelques jours sur mes réflexions sur l'interview de Carlson et Poutine. Près de 75 000 vues déjà, merci. On va faire des vidéos dans ce genre cette année. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet hyper important parce que la Russie est vue et présentée comme une dictature. Clairement, le tyran Poutine, la dictature russe, vous avez entendu ça dans les médias français. Récemment, il y a quelques jours, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a expliqué à l'Assemblée, je crois, avant de se faire couper la parole, que l'économie russe s'effondrait, le peuple soutenait plus, les élites partaient, les investisseurs fuyaient, et que nous, en France, bah, tout allait bien, quoi. Et qu'on était plus forts. Ça c'est des petites constructions en cours sous 18 000 sanctions. Puis comme vous voyez, ça sent la fin de règne. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de mon expérience, de mon ressenti de vie dans la dictature russe. Bien sûr, non, je plaisante puisque moi je ne pense pas que la Russie soit une dictature, mais je voudrais parler, essayer de qualifier, de donner une image juste de ce qu'est le système russe en fait. Le système politique, le modèle de société, et d'expliquer un petit peu comment ça se vit, comment on le ressent, voilà, comment ça fonctionne, et à la pratique, à l'usage en fait, dans la vie de tous les jours, comment ça marche. Alors, je parlerai aussi à la fin de cette vidéo de la censure à la nord-coréenne, de canaux Telegram russes inutiles, de canaux de Telegram même français, d'ailleurs de français de Russie, censurés pour des raisons incompréhensibles, parce qu'ils auraient fait partie d'un plan diabolique de communication qui s'appellerait Portal Combat. Je vais revenir là-dessus parce que c'est du Lara Croft. Alors, la dictature russe. Donc aujourd'hui, effectivement, la Russie n'est pas une démocratie telle qu'on la conçoit en Europe de l'Ouest. Telle qu'on la conçoit en France, telle qu'on la conçoit en Allemagne, telle qu'on la conçoit en Italie. Mais en tout cas, on va prendre ces référentiels-là, tels qu'on la conçoit en Amérique peut-être. Non, dans les systèmes occidentaux politiques, on constate une tendance. Première. La première, c'est quoi? C'est l'espèce de développement d'un bipartisme de gouvernance, en fait, qui en fait permet une forme d'alternance, c'est-à-dire qu'on peut changer une équipe de gouvernance pour la remplacer par une autre. Alors, on va rentrer sur la réflexion de savoir est-ce que ça sert à quelque chose, puisque quand les gens sont bons, il faut les garder. Quand vous êtes un patron de boîte et que vous avez un bon employé, ben vous ne le remplacez pas tous les 3 ans par un autre pour voir si ça se passe mieux. Ben non, vous le gardez.
vous le faites monter dans la boîte, vous faites en sorte de le garder. Donc déjà, l'alternance, ben, c'est pratique si les gens au pouvoir sont mauvais. On peut les dégager et les remplacer par d'autres qu'on espère qui vont être meilleurs. Donc déjà, là il y a une grande question à se poser. C'est sur l'alternance, quel est le sens réel de l'alternance? Est-ce que l'alternance systématique, c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de justifié? Une réflexion à avoir là-dessus. Il y a une réflexion à avoir. Et puis il y a autre chose, c'est que les mandats politiques sont courts. Donc aujourd'hui, pour réaliser des grands chantiers, pour redresser des économies, pour réaliser des projets sur 10, 15, 20, 30 ans, bah, si vous changez de tous les 5 ans d'élite, il n'y a pas de projet réalisable, parce que les projets ne se font pas en 24 mois. D'autant plus que quand vous avez des élections incertaines à venir, ben, les hommes sont les hommes, les politiques sont les politiques. Qu'est-ce qu'ils font les politiques? Ben, ils se concentrent sur l'élection. Donc évidemment qu'ils ne se concentrent pas sur le travail. Donc le système tel qu'on le connaît en Occident, qui permet une espèce d'alternance plus ou moins factice, bon, ça a du bon, ça a aussi beaucoup de mauvais à mon avis. Et aussi autre chose, c'est que cette alternance, elle est présentée comme une espèce de preuve que le système serait démocratique, parce que regardez, si on nous gouverne mal, on peut changer. Oui, mais ce qui se passe en France, c'est que on change tous les 5 ans ou 7 ans, alors des fois des périodes de 14, mais qu'on est toujours mal gouverné en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça coule. Chaque mandat, ça coule un peu plus. Il n'y a rien qui s'améliore. Et donc en fait, l'intérêt de remplacer des mauvais par des mauvais, des médiocres par des plus médiocres, après 15 ans, 16 ans bien réussi, finalement, je me pose la question de savoir à quoi ça sert. Alors, vous pourrez me dire, ouais, mais t'es découragé de la politique et t'en occupes plus. C'est vrai. C'est vrai, je vote plus en France. Je n'ai pas voté dans les élections, je voterai plus jamais en France. C'est personne pour qui voter. Et c'est vrai que je m'occupe plus trop de la politique en France, parce que j'habite en Russie. Mais si j'habitais en France, je m'occuperais de la politique, parce que la politique s'occupe de moi. Elle influe sur mon cadre de vie, mon confort de vie, mon niveau de vie, ma sécurité, celle de mes enfants, mon travail, mes revenus, etc. Donc là, il y a un vrai problème, c'est l'alternance qu'on nous vend comme étant un système magique qui permet au peuple de virer l'élite et de la remplacer. Non, ben non, parce que finalement, ce qu'on voit en France, c'est que l'alternance, c'est les mêmes en fait. On les confond. Si quelqu'un peut m'expliquer la différence entre Macron, LR, Bayrou, Le Pen, il n'y en a pas. Bardella, l'enfant, il n'y en a pas. C'est LUE et LUE, c'est Coca et Pepsi, c'est BM et Mercedes, c'est tout. C'est l'OTAN et l'OTAN, et ça s'arrête là. Et donc, en fait, c'est des alternances qui sont dysfonctionnelles, elles ne servent à rien. Ça glisse là aussi. C'est un masque, quand on regarde pas où on marche. C'est un masque, c'est du théâtre. Donc en fait, moi je suis très perplexe sur ça. Alors, du coup, ça renvoie sur ce qui se passe en Russie. C'est qu'en fait, la vie en Russie, il n'y a pas d'alternance politique. Et il n'y en a pas besoin en fait. Pourquoi il n'y en a pas besoin? Parce que les choses vont mieux chaque année. Parce que les gens s'enrichissent. Parce que le pays se développe. Parce que le pays est plus moderne. Parce qu'on ouvre des usines. Près de 300 l'année dernière, 250. Sous les sanctions, hein, faut imaginer. Parce qu'il n'y a pas de chômage. Parce que les gens vivent mieux. Parce que globalement, le niveau de vie des gens augmente. Et donc, évidemment, qu'ils vont garder les élites actuelles parce qu'elles bossent bien. Et ce qu'ont fait les élites russes, ce qu'ont fait le clan Poutine, enfin le système politique Poutine et autour de Poutine depuis 24 ans maintenant, c'est absolument magique. C'est le redressement intérieur, c'est le redressement extérieur, c'est la dragée sur le ring à l'Occident, militaire et agressif, ce que tous les pays du monde sans doute ont envie de faire, mais ils n'ont pas les moyens, parce que ça suffit. Donc évidemment que les gens, ouais, Poutine là on lui donne 75% je crois de 75% aux élections. Ah oui, 3 Russes sur 4 ils vont voter pour lui. Pourquoi ils ne voteraient pas pour lui? Alors vous avez un électorat un peu plus nationaliste qui va voter pour un autre candidat, vous avez un électorat communiste qui va voter pour un... Ouais, mais non. Les jeunes vont voter Poutine, les vieux vont voter... Tout le monde vote Poutine. Et en fait, la force du système politique russe, c'est que, en fait, c'est pas qu'il empêche l'alternance. C'est pas que le système est totalitaire et empêcherait d'autres candidats de... C'est qu'il n'y a pas d'espace politique surtout. C'est qu'en fait, quand vous êtes un homme, si on prend des ratios
comment dire, des équations politiques à la française, vous êtes un homme de gauche, souverainiste. Vous votez Poutine. Vous êtes un homme de droite, conservateur. Vous votez Poutine. Vous êtes un patriote sincère, gaulliste. Vous votez Poutine. Vous êtes une mère de famille. Vous voyez ce qui se passe, système éducatif, tout en ligne, pas d'insécurité pour les enfants, le retour du drapeau à l'école, les subventions, les aides, les nouvelles infrastructures pour les écoles, les enfants. Vous votez Poutine. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Vous êtes un retraité. Alors, segment sensible, parce que les retraites sont trop basses. Oui, mais elles augmentent. Donc vous avez beaucoup de retraités qui vont voter Poutine. Vous êtes jeune. Alors, je ne parle pas des jeunes qui font leur crise politique, je parle pas de... vous votez Poutine. Vous êtes militaire, vous êtes policier, vous êtes pompier. Vous allez voter, vous, pour candidat pro-européen? Ah non. Votez Poutine. Et le fait, c'est que Poutine, il est de droite et de gauche, il est patriote et libéral, il représente toutes les facettes politiques. Et pour les libéraux, en plus, les libéraux, majoritairement, les Russes sont pas trop libéraux dans le sens sociétaux. Voilà, les Russes, ils ont besoin de liberté, qu'on leur foute la paix. Et le système politique aujourd'hui russe leur fout la paix. Il n'y a pas d'impôts, il y a des choses facilitées avec la digitalisation, le cadre de vie s'améliore. Donc en fait, les Russes, le peuple russe, les gens russes s'intéressent pas trop à la politique parce qu'ils ont assez morflé avec la politique dans l'histoire. Donc ce qu'ils veulent, c'est un système politique qui ne les emmerde pas et qui leur permette de vivre mieux. C'est exactement ce qui se passe depuis 20 ans en fait. C'est la première fois dans leur histoire sans doute que les Russes ont une élite bienveillante qui prend soin d'eux et qui améliore en profondeur la société pour permettre aux gens, aux administrés, de vivre mieux. Et ce que fait l'élite russe aujourd'hui, c'est ça. Donc les Russes, de facto, par défaut, mais aussi beaucoup par choix, ils soutiennent énormément le système actuel. Et ils ont bien raison. Et ils le soutiennent aussi par un autre moteur que celui par lequel nous, en Europe, on soutient un homme politique. C'est qu'en fait, Poutine, c'est la Russie. Et qu'en fait, c'est un Russe, un vrai Russe. Et que donc, quand on est Russe, on vote pas Poutine parce qu'il y a eu 2% de croissance et qu'on voulait qu'il y ait 3,5 et que... C'est pas les critères. On vote Poutine parce que c'est le chef, parce qu'il est comme nous et qu'on lui fait confiance. Et les Russes votent Poutine parce qu'il est comme eux. Et donc, ce que fait la gouvernance russe, la façon dont il parle, la façon dont il est apaisé, calme, serein, rassurant, la maîtrise des grands dossiers. Oui, il y a plein de choses qui vont pas, oui, il y a encore beaucoup. On est en phase. C'est moi qui vous en parle, c'est moi qui vous dis, la Russie, rien n'est parfait, c'est dur, il y a encore des Russies, il y a des trous. Ok. Oui, mais globalement, les choses vont dans le mieux. Et globalement, là en plus, il y a une agression contre la Russie. Et les Russes, ils sont comme tous les peuples du monde. Il y a un effet drapeau, il y a un effet de resserrage. Et les gens, ils votent pour celui en lequel ils ont le plus confiance, celui qui est le plus proche d'eux. Et c'est Poutine. Et puis il y a une autre chose. Il y a une notion qu'on maîtrise mal en Europe. C'est qu'en fait, il y a quelque chose d'un petit peu... bon, je vais pas dire magique parce que c'est pas le bon terme, mais il y a quelque chose qui sous-tend la société qui est le rôle de l'État. Le territoire est grand, il est hostile. Vous voyez là, ça c'est le climat. Vous voyez par terre. Donc, on est à Moscou Centre. Le climat est hostile. Le territoire est immense. Pour l'administrer, il faut une force visible et invisible. Et cette force, c'est l'État. Et donc, sous Poutine, il y a le retour de l'État. Je vais en parler. Le retour de la sécurité, le retour du contrôle du territoire. Ça a été dans les années 2000, la reprise du contrôle militaire du Caucase, des insurrections. C'est le développement des infrastructures sur tout le territoire, des routes, des ponts, des nouvelles villes qui vont apparaître. Donc l'État, comme disait Alexandre Prokhanov, cette grande substance secrète de l'histoire russe, l'État s'est remis à fonctionner. Et c'est pas Poutine qui construit l'État, c'est l'État qui construit Poutine. Et ça c'est une citation d'Alexandre Prokhanov que j'avais
avec laquelle j'avais illustré ma conférence au Cercle Aristote en 2016 à Paris, et c'est ça en fait. C'est qu'en fait, il y a un mécanisme global qui fonctionne et qui fait en sorte que les choses s'agencent et qu'il y a une forme d'harmonie globale qui s'est installée dans la société, d'apaisement chez les gens, d'amélioration de tout. Dans les, voilà, on meurt moins à l'hôpital, l'espérance de vie augmente, le taux de natalité en 2024, le taux d'enfants par femme sera plus élevé en Russie que dans les 3/4 des pays de l'Union européenne, malgré la guerre, malgré l'exil, malgré le froid, malgré ci. Donc, il y a une société qui se maintient en fait, qui s'apaise. Et donc, tout ça vient aussi d'en haut. Et le en haut a son rôle à jouer. Donc, aujourd'hui, la notion de dictature, pour parler de la Russie, non. Mais non. C'est une démocratie autoritaire, avec un parti dominant. Ce parti va être dur à déloger parce que les élites qu'il compose sont compétentes. Et elles occupent tous les champs de la sphère politique. Le social, l'économie, le militaire, la culture, tout est dedans. Il n'y a pas matière à faire autre chose différemment parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, c'est pas que le pouvoir politique empêche l'opposition, machin. C'est qu'il n'y a pas d'espace pour aucune opposition puisque le pouvoir fait le boulot. Et ça, c'est dur à comprendre peut-être pour les Européens. Les élites européennes ne veulent pas entendre parler de ça parce qu'elles ne font pas le boulot. Donc, détruisent la société. Et leur incompétence surtout, fait que elles savent très bien que leur mission c'est d'éviter d'avoir des comptes à rendre. En Russie, les élites sont compétentes. Banque centrale, tient la monnaie, le ministère de l'économie, des finances, ils ont géré 18 000 sanctions sur 2 ans. L'industrie améliorée, ils gèrent les besoins de la guerre. Il faut voir le niveau des élites, il faut voir ce qu'ils font là. C'est pas les Ukrainiens, hein. Parce que les Ukrainiens, sans le matelas, sans la piqûre occidentale, c'était fini en 3 mois cette affaire. Non, la Russie, c'est un monstre là-dessus. Monstre de puissance, d'autorité, de stabilité. Donc c'est pas une dictature, la Russie. C'est pas une dictature. C'est une démocratie verticale, autoritaire peut-être, avec cette situation assez paradoxale et surprenante d'avoir une élite éclairée, brillante, qui effectivement a pris le pouvoir, le tient de façon forte et ne laisse pas place en fait, à une opposition. Donc globalement, le paradigme russe, c'est celui-là aujourd'hui. C'est celui-là. Et pour l'instant, ça va durer comme ça sans doute. Donc il y a Poutine, c'est comme ça. Après, on verra la transition. Ce sera une autre étape, une autre séquence historique que moi je ne prédis pas, puisque la science qu'on appelle la criminologie en fait est impossible. Personne ne prévoit ce que fera le Kremlin, c'est impossible. Ils n'ont rien prévu jamais depuis 25 ans que les experts, analystes observent Poutine, ils se trompent surtout. Et donc ils se trompent surtout et en plus ils mentent. Donc de toute façon, c'est même plus après ils croient leurs mensonges, ils confondent la réalité et les mensonges. Donc ne les écoutez pas, n'écoutez plus. Voilà. Informez-vous sur Telegram et sur les bons canaux. Donc le système russe aujourd'hui, l'administration a le pouvoir. Elle a un pouvoir discrétionnaire très important. La police fait ce qu'elle veut. L'administration fiscale peut décider d'eux. Oui, les corps constitués en Russie, sous la direction du commandement supérieur, la politique, ils ont beaucoup de pouvoir. Et le système, il n'est pas parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, le système, il est présidentiel. La Douma en Russie, elle enregistre les volontés de l'exécutif. Et elle exécute. Elle commence pas à dire on fait pas comme ça, on n'a pas envie. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est le rôle de la Chambre, en fait. Le rôle, c'est de pas bloquer les décisions politiques bonnes. Le but, c'est de les accompagner et de les valider, techniquement, juridiquement, légalement. Donc le système, il est ultra coordonné, vertical. Il est pas autoritaire, il est autoritarien, peut-être un peu. Mais il est correspondant aux lourdeurs inertiques de l'ensemble de ce qu'est la société russe, par les gens, par leur tradition culturelle au pluriel, par la dimension logistique, par la taille, par le climat. Ça doit marcher comme ça, à la force et à l'autorité. Sinon, ça ne marchera pas la Russie. C'est pas un pays... on n'est pas en Suisse ici. Donc, pas pareil. Par conséquent, le système, il passe en force. Il passe en force et c'est comme ça. Et c'est très bien, en fait, parce que c'est ce qu'il faut. Et puis les gens aussi, c'est ce qu'ils veulent. En fait, surtout, c'est ça.
Et surtout, il y a une forme d'harmonie, c'est-à-dire que malgré tout, malgré le fait que le pouvoir politique occupe la place politique et ne laisse pas de place, parce qu'il n'y en a pas à prendre, il ne laisse pas d'espace à un autre bloc politique, il y a une chose aussi qu'il faut quand même garder en tête, c'est que malgré tout, les décisions qui sont prises par les élites russes, c'est-à-dire ce que font les élites politiques russes, les décisions politiques, économiques, culturelles, tout ça va dans le sens de ce qu'attendent les gens. C'est-à-dire que ce système, dans avec toutes ses particularités, il a quand même une chose, c'est que il y a une forte harmonie entre les décisions que prend l'exécutif en haut et les attentes profondes du peuple russe. Ça, c'est en harmonie. C'est-à-dire que c'est l'inverse de l'Europe. Quand il y a des décisions du monde politique, ben, généralement, ils ne font que des conneries. Ils emmerdent les gens. Ici, non. Ici, le modèle politique, culturel, religieux, traditionnel, conservateur, libéral économiquement, oxygéné, qui est créé par le pouvoir russe, correspond aux attentes dans la sphère publique des gens. Après, dans la sphère privée, ben, les gens sont libres, le pouvoir ne vient pas les emmerder, donc les gens font ce qu'ils veulent. Donc, vous avez des contradictions. Vous avez le conservatisme russe politique, et puis vous avez une société russe très libérée. Ouais, c'est comme ça, mais c'est pour ça que ça marche en fait. C'est qu'en fait, les gens adhèrent à ce message parce qu'ils pensent fondamentalement qu'il est bon pour la société. C'est mon cas. Mais dans la vie privée, les Russes sont beaucoup plus libres que les Européens aujourd'hui. Il y a la liberté de parole, il y a la liberté d'entreprendre, c'est beaucoup plus facile d'avoir une entreprise à gérer. Le système est beaucoup plus souple. Remis certains nœuds, mais en général le système est assez souple au niveau des études, on peut passer d'un bloc à un autre, changer de profession, faire des formations. Donc il y a énormément de souplesse dans le système russe qui permet aux gens en fait de vivre d'une façon assez convenable. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'insécurité, il y a un pouvoir qui maîtrise l'immigration, il y a une attention portée aux fêtes nationales, à la tradition. La société est fleurie dans un sens, elle est belle. Elle est magnifiée par ces élites qui la protègent. Et donc là, oui, il n'y a pas d'alternance, oui, c'est vrai, c'est un pays violent. Il y a encore des groupes de puissance, il y a des hommes politiques qui se font tuer, qui se font arrêter. Ouais, c'est comme ça la Russie. C'est pas l'Europe. Et ça n'a pas vocation à être l'Europe, et ça ne le sera jamais. Et il faut faire avec. C'est comme ça. Mais enfin... je pense que le modèle russe, il est compréhensible par beaucoup de gens. Et je pense que le modèle français ne l'est pas. Voilà. Donc après, quand on vit en Russie, quand on est étranger, je dis pas quand on est citoyen, quand on est étranger, ben, on doit avant tout se rappeler qu'on est étranger. Donc on ne critique pas la Russie. On est étranger. On ne parle pas de politique. On ne critique pas la Russie. On se tient à sa place d'étranger. Voilà. Et quand on devient citoyen de la Fédération de Russie, eh bien, on fait avec. Quand on devient un citoyen, ben on assume ses devoirs de citoyen. Voilà. Devenir russe, c'est un choix. Voilà. Ça, c'était un peu pour parler de la dictature russe. Non, pas du tout. La classe moyenne des grandes villes russes est beaucoup plus libre, beaucoup plus, que la classe moyenne des grandes villes européennes de l'Ouest. Les femmes sont plus libres, plus libérées, mais plus libres de travailler, sortir, d'avoir des décisions. Il y a un matriarcat dans le patriarcat très fort, les femmes travaillent, les femmes ont des postes à responsabilité en Russie, les femmes font des études, les femmes ont le droit d'être belles, sexy et de ne pas se faire agresser. C'est la liberté. Les hommes ont le droit faire un tas de choses. Il n'y a pas de chômage. On a le droit d'être patriote chez soi et de l'afficher. On a son pays. Donc le modèle est fonctionnel. Le modèle est fonctionnel. Et par conséquent, dans un sens, là-dessus, la Russie est un modèle qui fonctionne aujourd'hui pour les Russes. Voilà, c'est un modèle qui marche. Alors maintenant, je parlais tout à l'heure de s'informer sur Telegram, alors je reviens un petit peu sur
Donc alors, les Français ont découvert qu'un site qui s'appelle pravda.fr, faut aller voir le site, qui est en fait un agrégateur, en fait ce serait la espèce de tête de pont d'une espèce d'opération de déstabilisation des sociétés européennes dans le cadre de la mais vous êtes allé voir le site? Ils ont bloqué 20 canaux Telegram, il y avait des canaux avec 400 followers, quoi. Des canaux avec 5000 followers. Non mais, est-ce qu'un canal Telegram avec 5000 followers, tenu par un Français de Russie, qui n'est payé par personne, et qui se fait censurer, parce qu'il menaçait la démocratie française? Mais je vais vous dire, c'est comme l'affaire de l'usine à trolls, là. Vous imaginez-vous, 28 pays de l'Union Européenne, l'Amérique, c'est 900 millions de personnes, le milliard doré, la zone la plus riche, la plus puissante, l'OTAN, qui serait menacée par une espèce de bureau à Saint-Pétersbourg dans lequel il y aurait 300 stagiaires russes payés à 15 000 roubles le mi-temps, enfin 150 balles, des étudiantes de 17 ans ou 18 ans qui feraient des tweets, des trucs Instagram, des fake news. Non mais, et ça déstabilise l'OTAN, ça? 150 étudiantes payées au tiers du SMIC? C'est mensonge, l'empire du mensonge, l'empire du mensonge. Et en fait, ils agitent une menace russe qui n'existe pas, des choses qui n'existent pas, mais ce qu'ils savent faire, c'est censurer. Et en fait, là, les canaux Telegram qu'ils ont censurés, ça sert à rien de censurer puisqu'ils sont tous réouverts sous un autre nom avec une autre lettre et donc ça recommence. Donc c'est même pas la peine de penser qu'ils vont censurer Internet, les Français, ils n'y arriveront pas. Mais surtout, ils censurent des choses qui n'ont aucune raison d'être censurées. C'est de l'invention pure et simple. C'est juste du mensonge. C'est l'empire du mensonge. Il n'y a pas plus d'opérations de stabilisation. Il n'y a pas de canaux Telegram qui vont faire changer la face du mainstream français qui est à bout de souffle. Mais je veux dire que le gouvernement puisse prendre autant de temps et d'énergie pour ça, ça veut dire qu'ils n'ont rien sous la pédale. Hein. Donc là, ils ont surtout donné un signal qu'ils sont à sec. Donc voilà. La seule solution, c'est de prendre un numéro de téléphone d'un non européen ou d'un pays de l'Est de l'Europe, loin. Aller en Afrique, aller dans le monde arabe, aller en Turquie, aller au Qatar, aller à Dubaï au week-end, aller en Arménie, en Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan, n'importe où. Prenez un numéro de téléphone, vous installez Telegram, et vous pouvez continuer à vous informer librement. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, pour s'informer librement aujourd'hui en France, il faut prendre un numéro de téléphone d'un pays que la France appelle une dictature. Et ça, moi je crois que c'est annonciateur de la fin d'un grand cycle. La fin d'un grand cycle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Il neige, magnifique. On est bien ici. Partagez ma chaîne, abonnez-vous, faites circuler cette vidéo. Venez visiter la Russie par le biais du module Russe Tourisme. Venez visiter la Russie, venez faire un tour en Russie. Venez voir ce que c'est un monde apaisé, serein, un monde sûr, un monde propre. Venez visiter la Russie. Venez vous faire une idée par vous-même. Et quand vous serez en Russie, prenez un numéro de téléphone, ça coûte rien. Et quand vous repartirez en France avec votre numéro de téléphone russe, vous aurez le droit de lire Telegram en toute liberté. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien.